Bien, mesdames, messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie. Je tiens d'abord à remercier les personnalités qui nous honorent de leur présence. Madame Liliana Ferrer, qui est ministre conseillère à l'ambassade du Mexique à Paris. Monsieur Efren Garcia, conseiller de presse à l'ambassade du Mexique à Paris. Madame Estefania Angeles, attachée de coopération à l'ambassade du Mexique à Paris. Monsieur Christian Châtelain, vice-président de l'Académie nationale de médecine. Monsieur Daniel Couturier, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. Monsieur Patrick Lebaille, président de l'Académie vétérinaire de France. Monsieur André-Laurent Parodi, vaste président de l'Académie nationale de médecine. Monsieur Jean-Pierre Gégou, secrétaire général de l'Académie vétérinaire de France. Madame Marisette Foliguet, présidente de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Monsieur le médecin général inspecteur François Ponce, directeur de l'école du Val-de-Grâce. Monsieur Karl Bonafous Murat, président de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Madame Marie-Thérèse Lacombe, conseillère d'arrondissement représentant le maire du 6e arrondissement. Monsieur Zengban, représentant en France la fondation franco-chinoise Boxia. Messieurs les anciens présidents de l'Académie nationale de chirurgie, mesdames, messieurs les représentants des sociétés savantes et des collèges de spécialités chirurgicales, mesdames, messieurs les représentants de l'administration et des fédérations hospitalières, mesdames, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis. Lorsqu'au cours de la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie en janvier 1969, j'ai reçu, jeune interne intimidé, le prix Le Denture-Renaud récompensant l'interne médaille d'or en chirurgie des mains du président de l'époque, André Sicard, je n'imaginais pas que 47 ans plus tard, je remettrai cette médaille à une autre jeune interne, peut-être moins intimidée, en tant que président à mon tour. Cet honneur, je le dois à la confiance des membres de notre compagnie que je remercie chaleureusement de m'avoir confié une telle responsabilité. J'ai eu l'immense chance d'être immergé dès mon plus jeune âge dans le monde de la chirurgie. Avoir eu un grand-père issu d'une modeste famille de paysans creusois, devenu docteur et sciences et chirurgien orthopédiste à l'aube du développement de cette spécialité, était déjà un formidable exemple. Avoir deux surcroît, un père et un oncle, Jean et Robert Judet, parmi les grands fondateurs de l'orthopédie moderne, ne cessant d'entreprendre et d'innover, constitua une motivation exceptionnelle. Mon père, Jean Judet, président de l'Académie en 1986, exactement 30 ans avant moi, a été par sa conception à la fois dynamique et humaniste de la chirurgie, mon guide pour ma vie et mon compagnon pour la chirurgie. Lui qui a été à l'origine de tant d'innovations, écrivait « La technicité ne doit pas nous éloigner des grandes lois de la nature humaine. Quels que soient les bouleversements technologiques, il est d'une valeur permanente, l'humanité, qui doit aujourd'hui, comme jamais, imprégner nos rapports avec les malades et donner le mot qui résume tout, la confiance. » Alors, fort de cet exemple, je me suis lancé à mon tour dans ce métier, persuadé que rien d'autre ne pouvait être plus. À l'époque où l'on pouvait choisir librement sa formation, j'ai eu la chance d'accéder à ce que l'on appelait les grandes écoles chirurgicales, où les maîtres qui les dirigeaient étaient non seulement des enseignants techniques, mais des mentors intellectuels. Autant que le geste chirurgical, ils nous apprenaient par l'étendue de leur savoir et leur comportement une véritable culture de notre métier. Ces écoles s'affrontaient souvent vigoureusement.
mais j'étais persuadé qu'aucune ne possédait la vérité, tant en chirurgie la vérité est multiforme, et je faisais en sorte de fréquenter les unes et les autres pour essayer de trouver un chemin qui évite tout dogmatisme. C'est ainsi que mes patrons étaient aussi différents, mais aussi formateurs que Robert Merleau-Villiers, Jean Cauchoir, Raymond Roy-Camille, Michel Postel et même Pierre Petit, car j'étais et je suis toujours persuadé que bien comprendre l'orthopédie adulte nécessite une bonne culture de l'orthopédie pédiatrique. Et très tôt dans ma carrière, j'ai pu découvrir l'Amérique. Pour un jeune interne français de l'époque, l'objectif louable était d'apprendre à opérer, mais les perspectives allaient rarement au-delà. À New York, à l'Hospital for Special Surgery, partie de l'université de Cornell, j'ai été accueilli comme fellow, et on m'a mis d'emblée sous les yeux 3 anneaux, liés les uns aux autres, comme les anneaux olympiques. Et devant mon regard étonné, on m'a fait comprendre qu'ils représentaient la clinique, l'enseignement et la recherche indissociables pour les Américains. D'un côté de la rue, il y avait l'hôpital, de l'autre côté, les laboratoires de recherche, et par-dessus la rue, un pont qui reliait symboliquement l'un à l'autre. Et ce symbole, je l'ai désormais franchi à de nombreuses reprises. Ce souvenir fera sourire les jeunes qui sont dans cette salle et qui ont pu mener à bien avec les moyens modernes les projets de recherche pour lesquels l'Académie va les récompenser. Mais pour moi, compte tenu des conditions de l'époque en France, ce fut un choc, mais un choc salutaire pour l'orientation de ma carrière. Et bien qu'exerçant en pratique libérale, j'ai toujours eu à cœur de m'astreindre à la rigueur de la recherche clinique et à l'enseignement des collaborateurs et résidents qui m'ont entouré. 2 domaines m'ont particulièrement passionné. Tout d'abord, l'arrivée de la microchirurgie et son application aux greffes osseuses et à la revascularisation des nécroses. La vascularisation de l'os, faire vivre un os, ayant de tout temps été un challenge pour le chirurgien orthopédiste. Et ensuite, l'application de la chirurgie assistée par ordinateur à la pose des prothèses articulaires, dont les résultats à long terme est dépendant de la précision de la mise en place. La sécuriser et la rendre reproductible m'ayant paru essentielle, d'autant que leur développement n'a pas cessé depuis la prothèse acrylique de Jean et Robert Judet en 1946. Et puis, au bout du parcours, je me suis retrouvé par les mystères du destin, d'abord secrétaire général, puis président de l'Académie nationale de chirurgie. Et là, je suis sorti de ma spécialité pour être confronté semaine après semaine à toutes les spécialités chirurgicales. L'impression est terrible, car voir jour après jour l'évolution fulgurante de notre métier dans tous les domaines donne une impression de vertige. Et pour essayer de conserver mon équilibre, je me suis arrêté à 2 bouleversements qui me paraissent emblématiques de cette évolution. Les salles d'opération sont devenues hybrides. Là où nous avions l'habitude de trouver une table d'opération, un cialytique et un appareil d'anesthésie, nous sommes de nos jours cernés par une quantité d'appareils sophistiqués, scanners, IRM, échographie et autres, tous plus utiles les uns que les autres, mais nécessitant le recours à des spécialistes, des techniciens, voire des ingénieurs. Nous ne sommes plus les seuls maîtres à bord. Et deuxièmement, la chirurgie est devenue interventionnelle. Là où notre marque de fabrique était un bistouri, avec lequel nous ouvrions largement le corps humain, là où nos maîtres n'hésitaient pas à nous conseiller de nous agrandir si la visibilité n'était pas suffisante, nous intervenons par de petits orifices, le long d'une veine ou d'une artère, voire à travers un organe pour en atteindre un autre. L'objectif étant la rapidité de la récupération souvent spectaculaire et l'absence de traces sur le corps humain. Alors, les salles d'opération sont devenues hybrides. La chirurgie est devenue interventionnelle. Mais le chirurgien, lui, qu'est-il devenu?
Est-il toujours vivant? Je voudrais répondre résolument oui. Prenons un par un les maîtres mots de notre métier. L'innovation, la porte ouverte du progrès. On entend immédiatement une kyrielle de termes complexes qui nous semblent difficiles d'appréhender. Biomarqueurs, imagerie tissulaire, biotechnologie, imprimante 3D, nanotechnologie. Mais pour innover, il faut une idée. Cette idée, il faut y croire. Pour la mettre en œuvre, il faut la volonté, la patience, la persévérance, savoir affronter le doute. Autant de qualités humaines qui restent de notre domaine. L'enseignement. Les jeunes étudiants ont à leur disposition les développements numériques les plus sophistiqués. Ils ont accès à des plateformes, à des algorithmes, ils travaillent dans des laboratoires de simulation, ils sont familiers avec l'image virtuelle. Mais lorsqu'on les interroge, ils ont à la bouche un mot qui vient du plus profond du Moyen-Âge, le compagnonnage. Et ils tiennent à avoir un maître, un guide, quelqu'un avec lequel ils puissent dialoguer, échanger, quelqu'un de confiance, qu'ils respectent et qui les respecte. Autant de qualités humaines qui restent de notre domaine. Et ceux à qui s'adressent nos pratiques, les malades, nous ne les voyons pratiquement plus. Ils arrivent en milieu hospitalier à 7 h du matin pour en sortir le soir à 18 h. Nous les opérons de plus en plus à l'aide d'une console, à distance de plusieurs mètres de la table d'opération où ils reposent quand ce n'est pas à travers les mers et les continents. Nous les suivons à l'aide de smartphones, à travers lesquels ils nous envoient les photos de leur préopératoire ou les résultats de leurs examens biologiques. Mais lorsque, malgré le respect de la recommandation, l'application du protocole, la réunion multidisciplinaire, la complication survient, la situation se dégrade, le résultat devient aléatoire, l'angoisse monte chez le malade et son entourage, que nous reste-t-il? Notre présence, nos explications, nos paroles de réconfort, nos gestes de compassion et parfois simplement un regard ou un sourire. Autant de qualités humaines qui restent de notre domaine. Nous restons et devons rester toujours bien vivants. Lorsqu'en 1731, Georges Maréchal, devenu premier chirurgien du roi, a demandé à Louis XV de créer l'Académie royale de chirurgie sur le modèle de l'Académie des sciences pour faire reconnaître les chirurgiens jusque-là assimilés aux barbiers, le roi a eu cette réponse magnifique: les chirurgiens, il est de ma gloire de les élever. Eh bien, restons élevés. Les technologies mises à notre disposition sont de merveilleux outils permettant de réaliser des actes chirurgicaux que nous pensions impossibles. Mais, dans la mesure où nous en gardons la maîtrise, où le vertige de leur utilisation ne nous fait pas oublier le caractère humain de notre vocation et où nous conservons plus fort que jamais le sens de notre éthique comme garde-fou pour se prémunir d'éventuels dérapages. J'ai eu la chance d'exercer avant la présidence la fonction de secrétaire général pendant 6 ans. Et j'avais parmi mes tâches la mission de faire chaque année, lors de la séance solennelle, revivre un grand chirurgien du passé. J'ai ainsi vécu ces années à leur côté, comme des compagnons, et ce, en remontant jusqu'au Moyen-Âge. Tous ont été des innovateurs, tous ont été des inventeurs, mais tous ont toujours fait référence à la nécessité incontournable de rester dans les limites de notre vocation humaine. Écoutons-les parler, écoutons Guy de Chauliac en 1383. Ce n'est du pouvoir des médecins de toujours relever et guérir les malades. Requérir du médecin une démonstration est comme requérir d'un bègue une harangue. Il suffit de faire ce que l'art commande. Écoutons Dominique Larrey en 1813. Le médecin est et doit être l'ami de l'humanité. En cette qualité, il doit toujours parler et agir en sa faveur. Vous ne devez voir que l'organisme du malade, le reste ne nous regarde pas. Et écoutons René Le Riche en 1950. J'ai cherché un mot pour désigner ce que je voulais exprimer, cette finalité de nos actes chirurgicaux.
Celui d'humanisme s'est imposé à moi, humanisme, élan de l'homme vers l'homme, recherche de chacun dans sa vérité. L'Académie nationale de chirurgie est le point de rencontre entre la modération, la sagesse des anciens et le dynamisme et l'enthousiasme des innovateurs. Pluridisciplinaire, elle permet la confrontation des réalisations de toutes les spécialités, magnifiées, mais aussi tempérées par l'expérience des anciens. Gardienne de l'histoire, garante de l'éthique, évaluatrice rigoureuse des développements techniques, intégrant tous les aspects modernes de la chirurgie, associée aux réformes institutionnelles, attachée à la formation des jeunes, elle est bien le lieu, comme l'avait souhaité son premier président Georges Maréchal, destiné à étudier, discuter et divulguer les nouvelles méthodes de l'art opératoire. Présider l'Académie n'est pas seulement un honneur, c'est une véritable aventure humaine et scientifique. Je ne peux pas terminer sans remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ma tâche. Le vice-président Dominique Franco, qui va me succéder dans quelques jours et dont je sais qu'il mènera notre compagnie avec brio. Richard Villet, le trésorier, qui va accéder prochainement à de plus hautes fonctions. Xavier Martin, l'archiviste, dont les conseils nous ont été précieux bien au-delà des archives. Et nos deux secrétaires de séance, Jacques Caton et Philippe Massin, qui, malgré une activité professionnelle importante, ont assuré à chaque séance le commentaire du procès-verbal. Notre secrétaire administratif de développement et de communication, Pascal de Cauville, qui n'a qu'une idée en tête, dynamiser l'Académie. Et elle le fait bien. Fatia El Morabit, gardienne scrupuleuse des e-mémoires, Pascal Bourret qui assure chaque semaine la réalisation et la diffusion des vidéos, et j'ai volontairement gardé pour la fin le secrétaire général Philippe Mar, dont personne ne peut imaginer le travail colossal qu'il a accompli pour que l'Académie poursuive son développement. Je veux profiter de cette occasion pour lui faire part de toute mon estime. Et enfin, remercier tous ceux d'entre vous qui, par leur présence, leur participation, leurs idées ou simplement leur gentillesse, m'ont accompagné pendant cette présidence, et avant tout, mon épouse, qui a toujours voulu faire acte de discrétion, mais il m'est impossible de ne pas rendre hommage à sa disponibilité et à son abnégation. Merci de m'avoir écouté.